Maxwell Thornton n'avait pas bâti son empire en accordant sa confiance à l'aveugle. En tant que fondateur de Thornton Security System, il avait passé 20 ans à développer des technologies destinées à protéger les autres des menaces extérieures. Pourtant, il avait été aveugle à celles qui s'infiltraient lentement dans sa propre maison. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. La pluie d'octobre tambourinait sur les vitres de son bureau en centre-ville tandis qu'il contemplait la ligne d'horizon de Seattle. Depuis ce sommet, les lumières de la ville se fondaient en une brume dorée à travers les gouttes de pluie qui striaient les vitres. Son téléphone vibra sur le bureau. « Monsieur, votre femme a rappelé. Elle tenait à vous rappeler le dîner de ce soir avec la famille Paulson, annonça Naomi, son assistante. « Dites-lui que j'y serai, » répondit Maxwell, sa voix ne trahissant rien de la tempête intérieure qui grondait en lui. Depuis 3 mois, Maxwell sentait que quelque chose clochait. Veronica, sa femme depuis 15 ans, n'était plus la même. Des changements subtils qu'un œil non averti n'aurait jamais détectés. Un mot de passe modifié sur son téléphone. Des urgences nocturnes à sa galerie d'art. Un soudain besoin de préserver sa vie privée. Mais Maxwell avait bâti toute sa carrière sur sa capacité à remarquer ce que les autres ne voyaient pas. Ce soir-là, lorsqu'il rentra chez lui, leur vaste propriété au bord du lac était illuminée pour le dîner. Veronica l'accueillit à la porte avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Tu es en retard », murmura-t-elle en ajustant sa cravate avec des gestes trop mécaniques. « Les embouteillages, ment-il. En réalité, il sortait d'un rendez-vous avec Liv Donnelly, détective privé, avec qui il venait de passer en revue les dernières photos de surveillance. À l'intérieur, leurs enfants, Sierra, 16 ans, et Colin, 14, à peine le remarquèrent, absorbés dans leurs écrans. Le dîner se déroula comme un ballet bien rodé, Veronica jouant à la perfection l'hôtesse face à Gary et Melinda Paulson. « Maxwell, comment va ton père ?» demanda Gary entre 2 bouchées de saumon grillé. « J'ai entendu dire que son état s'aggravait. » Maxwell hocha lentement la tête. « Les médecins lui donnent quelques semaines, peut-être quelques jours. »« C'est une vraie tragédie », commenta Veronica, avec une compassion soigneusement jouée. « Walter a toujours été si plein de vie. » Plus tard dans la nuit, lorsque la maison sombra dans le silence, Maxwell se glissa dans son bureau privé et déverrouilla un coffre caché sous les lattes du plancher. À l'intérieur, un journal en cuir renfermait des notes manuscrites, retraçant chaque incohérence dans le comportement de sa famille au cours de l'année écoulée. Il y ajouta les observations du jour, y compris le moment où Sierra s'était discrètement éclipsée du dîner pour prendre un appel, murmurant avec excitation « Quand tout va changer ». Maxwell referma soigneusement le journal et le remit dans le coffre. La mort imminente de son père allait tout accélérer. La fortune de Walter Thornton, combinée à l'empire de sécurité de Maxwell, représentait près d'1 milliard de dollars. Ce que Veronica et son amant secret ignoraient, c'est que Maxwell s'était préparé à ce scénario depuis 5 ans. Pas par paranoïa, mais parce qu'il avait vu trop d'hommes détruits par la trahison. Tandis qu'il refermait le coffre, son téléphone vibra de nouveau. Un message de Liv. Confirmé. Rendez-vous ce soir. Même endroit. L'expression de Maxwell resta impassible, mais ses yeux se durcirent, devenant d'un bleu glacial. La partie était en cours, et il avait plusieurs coups d'avance, depuis le début. Chapitre 2 Fils qui se défont. L'odeur antiseptique de l'aile VIP de l'hôpital général de Seattle était devenue trop familière ces dernières semaines. Maxwell était assis au chevet de son père, observant l'ancien industriel lutter pour chaque souffle. Walter Thornton avait bâti son empire manufacturier à partir de rien, transmettant à son fils unique une éthique de travail inflexible et une philosophie simple. La confiance se mérite. Elle ne se donne pas. Les médecins disent que tu devrais te reposer, papa, souffla Maxwell. La main ridée de Walter se referma sur celle de son fils avec une vigueur inattendue. Il rôde déjà, n'est-ce pas? Murmura-t-il d'une voix rauque. Maxwell haussa un sourcil. Qui ça? Ne fais pas l'idiot, mon garçon. Je suis pas né d'hier. Malgré les médicaments, les yeux de Walter brillaient encore de cette intelligence aiguisée qui avait intimidé ses rivaux pendant des décennies.
J'ai vu comment elle te regarde maintenant, comme un actif à liquider. Maxwell ne répondit rien. Ni oui, ni non. Rappelle-toi ce que je t'ai appris, poursuivit Walter. L'épine de la fortune, ce n'est pas l'argent, c'est le pouvoir. Et le pouvoir. Il s'interrompit pour reprendre son souffle. Le pouvoir révèle. Je sais, papa. Garde tes forces. Après avoir quitté l'hôpital, Maxwell conduisit jusqu'à un entrepôt sans prétention dans le quartier industriel. À l'intérieur, entre les rangées de serveurs et d'équipements de surveillance, l'attendait Taney Bryce. Ancien officier du renseignement militaire, Taney était son chef de la sécurité depuis 7 ans et la seule personne en qui il avait une confiance absolue. « Comment va le vieux » demanda Taney, le visage marqué par une cicatrice, éclairé par la lumière bleutée des écrans. « Il meurt » répondit Maxwell sans détour. « Que as-tu pour moi » Taney lui tendit une tablette. « Ta femme a visité la galerie hier soir. Elle est repartie après 20 minutes. Sa voiture s'est ensuite rendue à cette adresse. » Une carte apparut à l'écran, pointant un immeuble de luxe au centre-ville. Chez Preston Davenport, nota Maxwell, évoquant le « soi-disant » ami marchand d'art de sa femme. Ils ont passé 3 heures ensemble. Et ta fille lui envoie régulièrement des messages. Taney fit défiler les échanges, des textos parlant d'un futur, meilleur très bientôt, et de questions sur des universités en Europe. La mâchoire de Maxwell se contracta. Et mon fils ? Apparemment, il a été promis à une Lamborghini pour ses 16 ans. Taney passa à un autre écran. Il y a autre chose. Ta femme a rencontré Teresa Campbell. L'avocate spécialisée en divorce ? La meilleure de l'État, confirma Taney. Et elle a commencé à se renseigner sur le testament de ton père. Maxwell faisait les 100 pas dans la pièce, essayant de digérer cette information. La trahison, il s'y attendait. Mais voir la preuve, concrète, brutale, comprendre à quel point elle s'enracinait, jusqu'à retourner même ses propres enfants contre lui, c'était une douleur aiguë, une lame glacée qui s'enfonçait dans sa poitrine. « Tu as pensé à la confronter directement » demanda calmement Taney. Maxwell secoua la tête, le regard perdu. « Pas encore. Je dois d'abord comprendre jusqu'où tout ça va. » Ce soir-là, Maxwell rentra chez lui, la tête encore lourde de soupçons et d'hypothèses. Il trouva Sierra en train de faire sa valise. « Un voyage d'une semaine avec maman », répondit-elle sèchement lorsqu'il lui demanda ce qu'elle faisait. « Une escapade entre filles. »« Ça a l'air sympa », répondit-il avec un sourire contraint, remarquant immédiatement comment elle évitait soigneusement son regard. « Vous allez où exactement ? Juste un spa, un centre de bien-être ? Tu ne t'y intéresserais pas ?» lança-t-elle rapidement. Son téléphone vibra, et elle l'éloigna instinctivement pour qu'il ne voie pas l'écran. Mais Maxwell, du coin de l'œil, aperçut un nom, Preston. Sierra tapa une réponse rapidement, puis leva les yeux vers lui avec un sourire parfaitement maîtrisé. « Ne t'occupe pas du dîner ce week-end. Colin reste chez Bradan. » Dès qu'elle franchit la porte, Maxwell se dirigea vers la chambre de son fils. Il toqua doucement avant d'entrer. Colin était affalé devant sa console de jeu, à peine conscient de la présence de son père. « Tout va bien, fiston ?» demanda doucement Maxwell. « Ouais. » répondit Colin d'un ton sec, presque mécanique. « Je me suis dit qu'on pourrait aller à la pêche ce week-end, comme avant. » Colin ricana sans le regarder. « J'ai des plans avec Bradan. » Un éclair de confusion traversa brièvement son visage avant qu'il ne se reprenne, ajoutant avec un faux naturel. « Oui, avec Bradan. » Maxwell hocha la tête, notant sans un mot le mensonge. « Amuse-toi bien, alors. » Il referma doucement la porte derrière lui et se rendit à son bureau. Là, il ouvrit son ordinateur portable, accéda à un serveur sécurisé et consulta les données des traceurs GPS qu'il avait installés sur les téléphones de ses enfants. Sierra n'était pas en route pour une station thermale. Elle se dirigeait vers l'appartement de Preston Davenport. Il passa ensuite au relevé financier. Des transferts récents, depuis le compte privé de Veronica vers des sociétés offshore. Les montants étaient importants, mais soigneusement calibrés,
juste en dessous des seuils déclenchant des alertes automatiques. Encore plus accablant, une série de rendez-vous qu'elle avait eus avec des avocats spécialisés dans les successions et des conseillers financiers experts en divorce de grande fortune. Toutes les pièces s'alignaient, exactement comme il l'avait anticipé des années auparavant. Maxwell referma son ordinateur et se versa un verre de scotch. Il contempla longuement l'échiquier qu'était devenu sa vie. Ses adversaires pensaient faire leur premier coup brillamment. Il ne savait pas que toute la partie était déjà cartographiée, chaque mouvement anticipé, jusqu'à la conclusion inévitable. Il prit une photo posée sur son bureau. Sa famille. Un Noël passé. Tous souriants. Une image parfaite du bonheur. Il la retourna, la posant face contre bois. Dans le reflet de la fenêtre, il ne vit ni le père de famille accompli, ni l'homme d'affaires admiré. Ce qu'il vit, c'était le stratège froid et méthodique que son père avait façonné. Quand les gens te montrent qui ils sont, murmura-t-il pour lui-même, se remémorant les mots de son père, crois-les, dès la première fois. Chapitre 3 La trahison finale. Le jour des funérailles de Walter Thornton s'ouvrit sous un ciel d'un gris implacable. La pluie tombait en rideaux de rue alors que les endeuillés, tous vêtus de noir, se pressaient sous leur parapluie dans le cimetière. Maxwell, impassible, se tenait droit près de la tombe. Son visage arborait une tristesse parfaitement étudiée, mais son esprit était en éveil, analysant chaque détail de la scène. Veronica était à son bras, sa main posée de manière ostensiblement réconfortante. Sa tenue, irréprochable, portait la signature discrète d'un grand couturier. Sierra et Colin se tenaient un peu à l'écart, jetant régulièrement un œil à leur téléphone portable, croyant que personne ne les remarquait. Et un peu plus loin, à moitié dissimulé derrière un vieux chêne noueux, Preston Davenport observait la cérémonie. Officiellement, il était là pour rendre hommage à un associé. Mais Maxwell savait que ce n'était qu'un masque de plus. Une fois la cérémonie terminée, les invités se dirigèrent vers leur véhicule pour la réception organisée au domaine des Thornton. Alors que Maxwell s'apprêtait à partir, son avocat et vieil ami, Oliver Walsh, l'aborda. « Max, nous devons parler du testament. Ton père a fait des demandes peu conventionnelles. Tu as un moment pour qu'on en discute en privé, avant la réception ?» Maxwell hocha la tête, notant aussitôt comment Veronica tourna légèrement l'oreille, bien qu'elle fît mine de consoler une vieille tante en pleurs. Au manoir des Thornton, les conversations étaient feutrées, les visages tristes, les verres pleins et les amuse-bouches circulaient sans enthousiasme. Maxwell s'éclipsa discrètement et rejoignit Oliver dans le bureau de son défunt père. La porte entrebâillée laissait entrevoir Veronica, penchée sur son téléphone, les doigts courant avec frénésie sur l'écran. « Les dernières modifications de ton père sont inhabituelles », commença Oliver quand ils furent seuls. Il a insisté pour que la lecture du testament se fasse en public, pas par notification privée. « En public ?» répéta Maxwell avec un sourire fin. Il a toujours aimé le théâtre. Et ce n'est pas tout, poursuivit Oliver. Il a exigé que la lecture ait lieu exactement 2 heures après la fin de la cérémonie. C'était non négociable. Laisse-moi deviner, tout le monde doit être présent. Oliver acquiesça. Famille, employés clés, certains associés. C'est très inhabituel, mais c'est ce qu'il voulait. Alors nous respecterons sa volonté, conclut Maxwell d'un ton ferme. 2 heures plus tard, le bureau était rempli d'invités soigneusement sélectionnés. Veronica s'était installée près de Maxwell, avec Sierra et Colin de chaque côté. Preston Davenport, officiellement invité en tant qu'associé de valeur, se tenait à l'arrière de la pièce, visiblement mal à l'aise. Maxwell nota l'insistance avec laquelle Sierra le regardait par moments. Oliver s'éclaircit la gorge et commença la lecture solennelle du document. Les premiers paragraphes étaient classiques, dont à des associations, souvenirs destinés à d'anciens amis, instructions spécifiques concernant l'entreprise. Puis vint le cœur du testament. Le reste de mes biens, y compris la part majoritaire dans Thornton Industries et toutes mes possessions personnelles, je les lègue à mon fils, Maxwell Walter Thornton, à administrer à sa seule discrétion. Un murmure parcourut la pièce comme une onde soudaine. Maxwell resta impassible, mais il aperçut le regard paniqué que se lancèrent Veronica et Preston. Mais, poursuivit Oliver,
sous une condition, si Maxwell venait à décéder avant moi, ou s'il était jugé inapte ou incapable de gérer ses biens dans l'année suivant mon décès, l'ensemble de l'héritage reviendrait à ma belle-fille, Veronica Preston Thornton, à répartir comme elle l'entendrait entre elle-même et mes petits-enfants. La pièce se figea dans un silence immédiat. Maxwell sentit Veronica se raidir à ses côtés, ses mains s'agrippant brusquement à son bras, feignant une compassion qu'il savait parfaitement fausse. « Nous devrions en discuter en privé », murmura-t-elle d'une voix précipitée, presque désespérée. « Bien sûr », répondit Maxwell avec un calme glacé. Alors que les invités commençaient à se disperser, Maxwell aperçut Preston se faufiler discrètement vers la sortie, suivi de près par Sierra qui prétendait avoir besoin d'un peu d'air frais. Dans la cuisine, Colin était déjà au téléphone, parlant à voix basse, le dos tourné. Maxwell s'excusa doucement et se retira dans la salle de bain principale. Il verrouilla la porte derrière lui. D'un geste précis, il consulta sa montre. Pile à l'heure. Il ouvrit son téléphone et envoya un message préécrit à Tanné, phase inaccomplie. Lorsqu'il redescendit au salon, les derniers invités quittaient la maison. Il ne restait que la famille et Oliver. Veronica s'approcha, son visage affichant une préoccupation visiblement surjouée. Maxwell. Nous devrions parler de ce que cela signifie pour nous, et pour l'avenir des enfants, commença-t-elle avec une douceur mielleuse. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette retentit. La gouvernante ouvrit la porte. Un coursier se tenait là, un grand pli légal à la main. Livraison pour Veronica Thornton, annonça-t-il d'un ton neutre. Tous les regards se tournèrent vers Veronica alors qu'elle prenait l'enveloppe avec une expression mêlée de confusion et de surprise. Elle l'ouvrit. Son regard changea en une fraction de seconde, la perplexité laissa place à une satisfaction éclatante. Elle sortit les documents juridiques et les brandit vers Maxwell. Le moment du funérail de ton père m'a paru parfait pour mettre fin à cette comédie, déclara-t-elle, la voix soudain glaciale. J'ai demandé le divorce. Et selon le testament de Walter, la fortune familiale m'appartient désormais légalement. Sierra et Colin s'avancèrent pour se placer de chaque côté de leur mère, leur visage figé dans une expression de mépris partagé. Nous allons changer notre nom de famille pour Davenport, annonça Sierra, sa voix coupante comme une lame. Tu es déjà mort pour nous. Monsieur Thornton. Murmura doucement la gouvernante, l'interrompant. Il y a des journalistes qui se rassemblent devant le portail. Maxwell comprit, avec une satisfaction sombre, que Veronica avait orchestré ce moment pour qu'il soit exposé à la plus grande humiliation publique possible. Le fils en deuil, perdant tout le jour même des funérailles de son père. C'était une histoire taillée pour faire la une dans tout Seattle. Il hocha simplement la tête et marcha calmement vers la porte. En passant près d'Oliver, il murmura. Phase 2. Lance-la. Dehors, une fine pluie avait recommencé à tomber. Maxwell traversa le parvis calmement, sans dire un mot, ignorant les questions criées des journalistes. Il monta dans sa voiture et s'éloigna du domaine qui avait été sa maison pendant 15 ans. Dans le rétroviseur, il vit Veronica s'adresser aux médias, animée, expressive. L'image parfaite de l'épouse bafouée qui reprenait enfin sa liberté. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que tout de la mort de Walter jusqu'à cet instant précis s'était déroulé exactement comme Maxwell l'avait prévu, des années auparavant. Le véritable jeu ne faisait que commencer. Chapitre 4 Cendres et ombres. Le Silver Lake Motel se trouvait à la lisière de Seattle, son enseigne au néon clignotant misérablement sous une pluie constante. La chambre 117 était devenue le refuge temporaire de Maxwell Thornton, un gouffre absolu comparé à son manoir au bord du lac, avec ses 6 chambres et sa piscine à débordement surplombant le Puget Sound. L'air y sentait le désinfectant industriel, tentant sans succès de masquer des décennies de tabagisme incrustés dans les murs. Assis au bord du lit affaissé, Maxwell contemplait les 3 téléphones jetables posés en ligne, chacun étiqueté selon son usage. Sur le bureau marqué de cicatrices de brûlures et d'impact, des coupures de journaux et des impressions de tabloïds s'étalaient. Le géant de la tech Maxwell Thornton reçoit les papiers du divorce lors des funérailles de son père. Les enfants Thornton rejettent leur père, il n'a jamais été là pour nous.
Veronica Thornton accuse Maxwell d'abus émotionnels dans une demande explosive. Le visage de Maxwell demeura impassible. Il avait retiré exactement 9 000 $ en liquide à divers distributeurs juste en dessous du seuil de signalement avant que les avocats de Veronica ne puissent geler ses comptes. Ses cartes de crédit étaient désormais inutiles. Ses soi-disant comptes conjoints. Inaccessibles. La stratégie avait fonctionné. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Il vérifia les yétons avant d'ouvrir. Tané Bryce entra. « Tu fais peur à voir », observa Tané, déposant un sac de sport sur le sol. « Tout fait partie de la mise en scène », répondit Maxwell avec un demi-sourire. « Des nouvelles ?» Tané sortit un ordinateur portable. Veronica a déjà emménagé Preston dans la maison. Ils ont été aperçus en train de célébrer chez Corliss Allura, tous les endroits huppés. La presse adore. La victime qui retrouve enfin le bonheur. Maxwell hocha la tête, sans surprise. Et les enfants? Sierra a posté sur les réseaux sociaux, parlant d'un nouveau départ avec son vrai père. Colin exhibe sa nouvelle Rolex, cadeau de Preston. Et l'entreprise? Le conseil d'administration est nerveux. Ton absence, la tempête médiatique. Ça a effrayé les investisseurs. L'action a chuté de 12% à l'ouverture. Parfait. Tané le fixa, intrigué. Tu t'y attendais? Je comptais dessus. Maxwell ouvrit le sac, des liasses de billets, un nouveau téléphone, des documents. Tout est prêt avec Elena? Oui. Elle est prête à témoigner sur les pratiques douteuses de Preston. Mais elle a peur. Sa réputation de représailles n'est pas exagérée. Maxwell consulta sa montre. Et Oliver? Il est débordé, constamment au téléphone. L'équipe juridique de Veronica pousse pour obtenir des ordonnances d'urgence. Elle veut tout saisir, en invoquant ton instabilité mentale et ton abandon après le décès de Walter. Un mince sourire traversa le visage de Maxwell. Exactement comme prévu. Le lendemain matin, Maxwell se présenta à une rencontre avec Oliver dans un café discret de l'autre côté de la ville. Il était mal rasé, vêtu d'habits froissés, l'air désorienté. Plusieurs clients le reconnurent, chuchotant entre eux. « Il faut que tu te reprennes, Max », siffla Oliver. Teresa Campbell prétend que ton comportement prouve que tu es inapte à gérer la succession. Si le juge est d'accord, Veronica obtient tout, en vertu des conditions du testament de ton père. Quel est le calendrier? Demanda Maxwell, en articulant lentement, comme s'il était ivre, tout cela pour les oreilles indiscrètes. Audience d'urgence la semaine prochaine. Ils veulent aller vite. Oliver le désigna d'un geste vague, faisant référence à son apparence négligée. Très bien, murmura Maxwell, les yeux soudain clairs et perçants. Dépose les objections standards, mais ne te bats pas trop fort. Il faut qu'ils aient confiance. Oliver baissa encore la voix. Les comptes offshore sont sécurisés. Ils ne savent rien pour la Suisse ou les îles Caïmans. Mais Max? Tu es sûr? Une fois qu'on leur laisse le contrôle de Thornton Industries. Ils ne détruiront pas ce qu'ils croient être leur future richesse, répondit Maxwell. Preston est bien trop avide pour ça. Plus tard dans la journée, Maxwell conduisit jusqu'à une zone industrielle du sud de Seattle. Il gara son véhicule derrière un entrepôt aux panneaux effacés, BD Electronics. À l'intérieur, après avoir passé plusieurs portes sécurisées et entré plusieurs codes d'accès, il entra dans un centre de commandement ultramoderne, un espace si sophistiqué qu'il aurait impressionné les contractants militaires. Liv Donnelly releva les yeux depuis un mur d'écran. « Il bouge plus vite que prévu », dit-elle. « Veronica a obtenu un accès temporaire à tes comptes personnels, sur la base de la perte des biens communautaires et le compte spécial, intact. » Liv sourit. « Ils ne savent même pas qu'il existe. » Installé dans un fauteuil, Maxwell n'était plus l'homme brisé du café. Il s'était métamorphosé, redevenu le stratège calculateur, imperturbable. Devant lui, sur les écrans de contrôle, défilaient des flux de vidéosurveillance, l'ancienne maison familiale, où Preston organisait une fête au bord de la piscine, l'appartement de Preston au centre-ville,
désormais vides, les bureaux de Thornton Industries, où des cadres supérieurs tenaient des réunions pleines d'angoisse. « Lancez la phase 3, ordonna-t-il d'une voix calme. Ses yeux glacés se rétrécirent. Il est temps que Veronica découvre que certains héritages cachent des coûts invisibles. Une semaine plus tard, Maxwell s'abstint volontairement d'assister à l'audience d'urgence. Quelques minutes après, son téléphone vibra. C'était son avocat. Tout s'est passé comme vous l'aviez prédit. Le juge Watkin a confié le contrôle temporaire à Veronica, justifié par votre absence et des signalements préoccupants sur votre état mental. Il y eut un silence, puis l'avocat ajouta. Il fait ça en ce moment même au manoir. Le colis est-il prêt? Demanda Maxwell, impassible. Oui, mais... Max, l'as-tu franchi une ligne? Si quelqu'un découvre ça un jour. Maxwell le coupa net. Livrez-le ce soir. Comme prévu. Ce soir-là, tandis que Veronica improvisait une fête de victoire au manoir, un coursier sonna à la porte, remettant une enveloppe scellée à son nom. À l'intérieur, une simple feuille, un numéro de compte, un mot de passe, et un mot manuscrit. La vraie fortune des Thornton. Accès avant minuit, ou perdez-la pour toujours. Le cœur battant, Veronica s'éclipsa et se rua dans son bureau. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle entra les identifiants. Le solde s'afficha, 212 millions de dollars. Une somme bien supérieure à la valeur publique connue des actifs des Thornton. Mais à peine avait-elle le temps d'en croire ses yeux qu'un message surgit. Transfert initié. Vérification requise. Sans hésiter, elle saisit ses informations personnelles et valida le transfert vers le compte indiqué, un compte qu'elle pensait sécurisé sous son contrôle. Un écran de confirmation clignota, puis tout disparut. Écran noir. Elle tenta de se reconnecter, en vain, le compte n'existait plus. Dans son centre de commandement, Maxwell regardait la scène, en direct, grâce à des caméras cachées. Il observait Veronica, le visage déformé par la panique, hurler au téléphone avec son avocat. Il se tourna vers Liv. Combien de temps avant qu'elle ne comprenne que cet argent n'a jamais existé? Liv confirma. Mais elle vient de nous fournir toutes les vérifications nécessaires. On a tout ce qu'il faut pour documenter une tentative d'accès non autorisé et de fraude bancaire. Le compte est signalé aux autorités fédérales. Maxwell acquiesça, une lueur cruelle dans le regard. Parfait. Maintenant, on attend. Chapitre 5, la toile de l'araignée. 3 semaines après avoir obtenu le contrôle de Thornton Industries, Preston Davenport convoqua une réunion générale au siège de l'entreprise. Le grand atrium était bondé d'employés inquiets. Il dévoila alors sa vision pour l'avenir, une restructuration radicale. Fini la sécurité. Place à l'électronique grand public. Depuis le podium, il proclama. Le marché de la sécurité est saturé. Notre avenir est dans l'automatisation domestique et les systèmes de divertissement. Veronica, rayonnante, se tenait à ses côtés. Nous allons céder immédiatement nos divisions de sécurité gouvernementale et d'entreprise. À l'autre bout de la ville, dans un appartement miteux loué sous un faux nom, Maxwell observait le live sur son ordinateur portable. Il nota comment cette annonce provoquait une onde de choc immédiate. À la clôture des marchés, l'action Thornton Industries avait chuté de 18%. Les analystes étaient perplexes. Il joue exactement dans notre jeu, commenta Taney en consultant les données financières en temps réel. Les directeurs de département contactent déjà des cabinets de recrutement. 3 clients majeurs annoncent qu'ils réévaluent leur contrat. Et le projet Harbinger, demanda Maxwell. Toujours sécurisé. Preston n'a pas les autorisations nécessaires. Même Veronica ignore son existence. Maxwell jeta un œil à sa montre. Il est temps d'introduire un peu de chaos. Le lendemain, des dénonciations anonymes furent envoyées à la SEC. Elles accusaient Thornton Industries, sous sa nouvelle direction, de pratiques douteuses. Bien que sans fondement, elles déclenchèrent immédiatement une révision réglementaire. La confiance des investisseurs s'effondra davantage. En parallèle, les employés clés commencèrent à recevoir des offres d'emploi irrésistibles de concurrents. En quelques jours,
Preston se retrouva à la tête d'une entreprise vidée de ses talents et de sa valeur. Veronica, elle aussi, s'était métamorphosée. Fini la galeriste sophistiquée du monde de l'art à Seattle. À présent, elle arborait des tenues criardes, traînait avec Preston dans les clubs jusqu'à l'aube, dépensait sans compter en bijoux, voitures de sport et apparitions mondaines. À l'école privée ultra-élitiste de Sierra, des rumeurs commencèrent à courir. Un matin, l'adolescente constata que ses anciens amis l'évitaient. Plus d'invitations. Plus de regards. Quand elle osa confronter une camarade, celle-ci lui montra une vidéo devenue virale, Veronica, titubante, sortant d'une boîte de nuit, hurlant des obscénités à des paparazzis. Colin, de son côté, subissait une ostracisation similaire dans son lycée. Une dénonciation anonyme alerta l'administration sur la vente présumée de médicaments sur ordonnance. Aucune preuve, mais une enquête fut lancée, jetant une ombre durable sur lui. En un mois, le nom Thornton, jadis synonyme de respect, était devenu une risée. Les dépenses de Veronica explosèrent alors que sa réputation sociale s'effondrait. Cela créa des tensions avec Preston, déjà dépassé par la faillite imminente de l'entreprise. Elle vide les comptes bien plus vite qu'on ne le pensait, rapporta Liv dans leur lieu de réunion sécurisé. Preston a hypothéqué ses biens personnels pour tenter de stabiliser la société, mais c'est comme boucher les trous d'un navire en train de couler. Maxwell hocha la tête, pensif. Et le compte offshore? Veronica a tenté d'y accéder plusieurs fois. Chaque tentative renforce le dossier de fraude. Et les enfants? Demanda-t-il. Tanner projeta des images de surveillance. Sierra prévoit de terminer le lycée plus tôt et de partir étudier en Europe. Elle veut fuir l'humiliation de sa mère. Colin, lui, chute dramatiquement. Il a été surpris en train de boire à 2 reprises sur le campus. Un éclair de regret traversa brièvement le visage de Maxwell, puis disparut. Ils ont fait leur choix, dit-il froidement. Place à la phase 4. Le lendemain matin, Preston arriva au siège de Thornton Industries, pour y trouver des agents fédéraux dans le hall. Les plaintes anonymes avaient déclenché une véritable enquête. Les serveurs furent saisis. Tous les documents comptables depuis le changement de direction, confisqués. Affolé, Preston appela Veronica. Ils disent qu'il y a des irrégularités, des transferts non autorisés, de l'argent manquant. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, siffla Veronica. Tu avais promis que cette boîte nous rendrait riches. Reviens ici. Tout de suite. Avec ton avocat. À peine avait-il raccroché que son assistant entra. Mauvaise nouvelle. Notre plus gros contrat gouvernemental vient d'être suspendu. Sans ça, on ne pourra pas payer les salaires ce mois-ci. Cet après-midi-là, alors que Veronica et Preston luttaient pour sauver leur peau face aux agents fédéraux, Maxwell réapparut publiquement pour la première fois depuis des semaines. Rasé de près, costume impeccable, il entra dans le bureau de Phaedra Reynolds, l'une des gestionnaires de patrimoine les plus respectées de Seattle. « Monsieur Thornton, dit-elle, surprise mais chaleureuse. Je ne m'attendais pas à votre appel. Merci de me recevoir en urgence, répondit-il calmement. Il est temps de parler du protocole Lazare. Phaedra comprit instantanément. Elle saisit une tablette sécurisée et entra une série complexe de mots de passe. Tout est prêt. Comme vous l'aviez demandé, il y a 3 ans. Êtes-vous absolument certain? Les yeux bleus de Maxwell, aussi froids que la glace arctique. Plus que jamais. Elle lui tendit un dispositif biométrique. Une fois activé, il n'y a pas de retour possible. Sans la moindre hésitation, Maxwell posa son pouce sur le capteur. Ils ont bâti leur avenir sur du sable, murmura-t-il. Maintenant, la marée monte. À travers toute la ville, une série d'opérations juridiques et financières d'une précision chirurgicale fut déclenchée. Comme une offensive militaire. Des hypothèques frappèrent le manoir des Thornton. Les lignes de crédit furent immédiatement suspendues. Les comptes en fiducie de Sierra et Colin gelés, en raison d'activités suspectes. Et ce soir-là, alors que Veronica et Preston rentraient, épuisés par des heures d'interrogatoire, leurs téléphones explosèrent d'alertes, banque, carte de crédit, autorité fiscale.
Et ceci n'était que le début. Et les institutions financières. Les comptes personnels de Preston venaient d'être gelés en raison de liens suspects avec l'enquête en cours sur Thornton Industries. C'est impossible, balbutia Preston, paniqué, composant frénétiquement le numéro de son banquier personnel. Mais il fut immédiatement redirigé vers le service des fraudes. Quelqu'un a orchestré tout ça. Le visage de Veronica pâlit, comme frappé d'un éclair de lucidité. Maxwell, murmura-t-elle. Mais comment? Il n'a plus rien. On lui a tout pris. Preston ricana, amer. Apparemment, non. Le téléphone de la maison sonna soudainement, les faisant sursauter tous les deux. Preston décrocha et entendit la voix posée d'Oliver Walsh. Monsieur Davenport, je vous appelle pour vous informer que le bien que vous occupez actuellement a été placé sous séquestre, en attente de la résolution de multiples réclamations à son encontre. Vous, ainsi que tous les occupants, êtes tenus de quitter les lieux sous 72 heures. C'est absurde. Hurla Preston. Nous allons nous battre. Vous êtes libre d'essayer, répondit calmement Oliver. Toutefois, je dois vous informer que des mesures similaires sont actuellement prises à l'encontre de toutes les propriétés et actifs sous votre contrôle ou celui de mademoiselle Thornton. Bonne soirée. Preston raccrocha violemment. À cet instant, Sierra et Colin apparurent dans l'embrasure de la porte, les visages tendus par l'anxiété. Que se passe-t-il? Lança Sierra. Ma carte a été refusée chez Nordstrom. C'est humiliant. Véronica se tourna vers sa fille, paniquée. Ce n'est rien, chérie. Juste un malentendu. Comme le fonds universitaire, soudainement en révision? S'emporta Sierra, la voix tremblante. Le bureau des admissions a reçu un appel de la Polytechnique. Mon dossier est en danger parce que les garanties financières ne sont plus valides. Colin poussa sa sœur pour entrer dans la pièce. Mon Instagram explose. Les gens disent qu'on est ruiné, qu'on est accusé de fraude. Le téléphone de Preston vibra. Un mail venait d'arriver. Il pâlit en lisant. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Ils envisagent de me suspendre, et de me faire porter le chapeau pour l'enquête. Alors que la famille s'abandonnait à la panique et aux cris, aucun d'eux ne remarqua la minuscule lumière rouge clignotante de la caméra cachée, enregistrant chaque seconde de leur effondrement. Dans son centre de commandement, Maxwell observait la scène avec un détachement clinique. Comme prévu, murmura-t-il. La pression révèle la vraie nature des gens. Liv, à ses côtés, semblait troublée. Tes enfants. Ils souffrent aussi. Ils ont choisi leur camp, répondit Maxwell, bien qu'un muscle ait tressailli sur sa mâchoire crispée. Chaque action a ses conséquences. Il détourna le regard du moniteur affichant les images de sa famille déchue et se concentra sur les flux de données financières qui défilaient sur un autre écran. Lancez la phase finale. Il est temps de clore cette partie. Chapitre 6, l'illusion de la défaite. La vente aux enchères attira une foule modeste, quelques curieux, mais surtout des acheteurs sérieux. Dans la lumière crue de la salle de conférence d'un hôtel, les objets issus du domaine Thornton étaient exposés par le numéroté, meubles, œuvres d'art, appareils électroniques, bijoux, les vestiges de 15 années de mariage. Depuis le fond de la salle, dissimulé sous une casquette et des vêtements ordinaires, Maxwell observait, impassible, alors que les trésors de Veronica partaient pour des fractions de leur valeur. La liquidation ordonnée par la Cour, destinée à rembourser les créanciers, était un processus humiliant, d'autant plus douloureux sous les murmures méprisants de l'assistance. Il paraît qu'elle vit dans un 2 pièces, maintenant, chuchota une femme à son ami. Et lui, il a déménagé en Californie. Il n'a pas supporté la honte. Maxwell esquissa un faible sourire. Les rumeurs soigneusement distillées prenaient parfaitement racine. L'enchérisseur leva alors une alliance en platine. Lot 37. Bague de mariage homme, incrustée de diamants. Mise de départ, 5 cents. Maxwell observa sans ciller, tandis que l'anneau de son ancienne vie fut vendu à un prêteur sur gage pour 750 $. Le symbole n'était pas perdu pour lui. La dernière trace tangible de son passé, balayée en quelques secondes.
À la sortie de la salle, Maxwell monta dans une voiture où Tanner l'attendait au volant. « Comment ça s'est passé ?» demanda Tanner. « Comme prévu, » répondit Maxwell. « Et Preston ?» Le conseil vient de le suspendre indéfiniment. 3 gros clients ont annulé leur contrat cette semaine. Depuis qu'il a pris les rênes, la valeur de l'entreprise a chuté de 64%. Nos amis du FBI continuent de bâtir leur dossier, méthodiquement. Les preuves que Veronica a laissées en essayant d'accéder à ce compte fantôme sont en or massif. L'enquête a été étendue à toutes les affaires passées de Preston. Maxwell hocha la tête, satisfait. Il est temps de disparaître complètement. Le lendemain, les médias de Seattle rapportaient que Maxwell Thornton avait quitté le pays. Les registres frontaliers indiquaient un vol à destination de la Suisse, et les experts financiers spéculaient qu'il cherchait à accéder à des comptes cachés avant leur gel. En réalité, Maxwell s'installait dans une modeste cabane, perdue au cœur de la péninsule olympique de Washington, accessible uniquement par une route privée et protégée de toute détection satellitaire par la densité de la forêt. Ce bien, acquis via plusieurs sociétés écrans des années plus tôt, était enregistré au nom d'un couple âgé du Montana, qui n'avait jamais existé. Pendant les 2 semaines suivantes, Maxwell coupa toute communication. Tanner et Liv, eux, surveillaient la situation à Seattle. Le récit qu'il avait méticuleusement orchestré se déroulait comme un scénario écrit à l'avance. Maxwell Thornton, autrefois leader respecté, était désormais présenté comme un fugitif ayant abandonné ses responsabilités, semant chaos et ruine derrière lui. Et pendant ce temps, les ennuis de Preston s'aggravaient chaque jour, sans accès aux véritables ressources ni aux connaissances de Maxwell, il prenait des décisions de plus en plus désespérées pour sauver Thornton Industries, hypothéquant tout ce qu'il possédait pour obtenir des prêts d'urgence. Veronica, de son côté, désormais visée par une enquête pour accès frauduleux à des comptes, se retourna contre Preston, l'accusant de l'avoir poussé à agir. Leur relation se dégrada en querelle publique, immortalisée par les objectifs voraces des paparazzis. Les enfants, Sierra et Colin, se retirèrent des réseaux sociaux. Leurs anciens amis les abandonnaient un à un, pendant que les moqueries et les attaques se multipliaient. Le 17e jour de sa disparition, Maxwell reçut sa première mise à jour de Tanner via une connexion satellite sécurisée. Tout se déroule comme prévu, confirma Tanner. L'enquête a été élargie à une possible évasion fiscale. La galerie de Veronica est en train d'être auditée. L'ancienne entreprise de Preston est maintenant scrutée pour des irrégularités comptables. Sierra ? Ses rêves d'université en Europe sont finis. Colin a été surpris à nouveau avec de l'alcool. Suspendu. Ils vivent tous les deux chez Veronica, dans un appartement en location à Bellevue. Preston a déménagé la semaine dernière après leur dispute chez Lockcoat, qui a fait la une des rubriques à scandale. Maxwell absorba ces informations en silence. Et le projet Harbinger ? Toujours sécurisé, et dans les temps. L'équipe pense avoir un prototype fonctionnel d'ici quelques mois. Parfait. Préparez mon retour. 2 jours plus tard, une enquête explosive fut publiée dans le Seattle Times, révélant que Preston Davenport avait déjà été sous le coup d'une enquête pour fraude boursière dans son ancienne société. Bien qu'aucune charge n'ait été retenue à l'époque, l'article insinuait que sa relation avec Veronica avait débuté alors qu'il conseillait sur l'aménagement de son bureau, près de 2 ans avant le divorce. Plus accablant encore, des messages fuités entre Veronica et Preston, détaillant comment accélérer l'accès à la fortune des Thornton, évoquant explicitement la santé déclinante de Walter Thornton et les conditions liées à l'héritage. La réaction du public fut immédiate et impitoyable. Du jour au lendemain, le récit bascula, Maxwell Thornton ne fut plus vu comme le père absent et froid, mais comme la potentielle victime d'un complot machiavélique. Le téléphone de Veronica sonnait sans arrêt. D'anciens amis cherchaient à s'éloigner du scandale. Sierra et Colin, désormais perçus comme complices, subissaient un harcèlement renouvelé. Preston, déjà au bord du gouffre professionnel, fut publiquement étiqueté comme un prédateur ayant ciblé une famille fortunée. Un mardi matin pluvieux, il se présenta au siège de Thornton Industries. Sa carte d'accès fut refusée. Le conseil venait de voter, à l'unanimité, son licenciement. Il coopérerait désormais pleinement avec les enquêteurs fédéraux.
Tandis que la sécurité l'escortait hors du bâtiment, plusieurs employés observaient depuis les fenêtres, certains ne dissimulant même pas leur sourire. Le soir venu, Véronica et les enfants dînaient tristement dans leur appartement à peine meublé. On sonna à la porte. Un coursier leur remit une enveloppe légale scellée, adressée aux trois. À l'intérieur, une simple note et une clé USB. Vous avez fait votre choix. Vivez avec. Les mains de Véronica tremblaient en insérant la clé dans son ordinateur. Une vidéo se lança. Des enregistrements de vidéosurveillance, capturés dans leur ancienne maison, retraçant des dizaines de conversations privées, sur 2 longues années. Des conversations sur Maxwell. Sur l'argent de Walter. Sur ce qu'il méritait. Et le plus dévastateur. Sierra et Colin, riant avec Preston. À propos de leur père pathétique. Et alors qu'ils parlaient de la manière dont ils dépenseraient leur héritage une fois que Véronica aurait pris le contrôle, elle chuchota, le visage blême. Il a tout. Sierra, soudain glacée, s'empara de l'ordinateur portable. Il nous a observés pendant tout ce temps. Ses doigts tremblaient. On doit détruire ça. Si ça fuite, il sera trop tard. Mais Colin l'interrompit brutalement, pointant l'écran où un message venait d'apparaître, comme un coup près tombant. Des copies ont été transmises aux autorités compétentes et aux principaux médias. La diffusion commence demain. Un silence glaçant s'abattit dans la pièce. Un silence dans lequel chacun comprit. L'évidence, brutale, Maxwell n'avait pas fui, vaincu. Il n'avait pas été détruit par leur trahison. Non. Il avait tout orchestré. Chaque pas, chaque mot, chaque regard, un piège qu'ils avaient eux-mêmes aidé à construire. Véronica bondit sur son téléphone, appelant frénétiquement son avocat. Boîte vocale. Encore. Et encore. Elle enchaîna les appels, son conseiller financier, des amis, même Preston. Rien. Silence absolu. Comme si un mur invisible venait d'être érigé autour d'eux, les coupant de tous leurs alliés. Qu'est-ce qui se passe? S'écria Sierra, la panique montant dans sa voix. Véronica n'avait aucune réponse. À des kilomètres de là, dans une salle privée du restaurant le plus exclusif de Seattle, un homme levait un verre. Maxwell Thornton, vêtu avec une élégance impeccable, irradiait d'un calme glaçant. Il rompit son exil volontaire et leva sa coupe avec un sourire à peine esquissé. À un nouveau départ. Le piège s'était refermé. La partie entrait dans sa phase finale. Chapitre 7. L'architecte révélé. L'aube se leva sur Seattle, rythmé par le martèlement régulier de la pluie contre les vitres. Mais en fond sonore, une autre tempête faisait rage, médiatique, implacable, dévastatrice. Toutes les chaînes locales, tous les sites d'information en ligne publiaient la même bombe. Le complot Thornton, enfin exposé. Les vidéos de surveillance divulguées montraient Véronica, Preston, même les enfants Thornton. Ils y apparaissaient froids, méthodiques, discutant pendant des mois. Le décès de Walter Thornton n'était pas une tragédie à leurs yeux, mais une opportunité. Ils y calculaient leurs gains, anticipaient l'héritage. Dans une vidéo particulièrement accablante, datée de 3 jours avant que les papiers de divorce ne soient remis, à l'enterrement même, on voyait Preston coacher Véronica. La fortune de ta famille m'appartient désormais. Fais en sorte que ça leur fasse mal. Dans son appartement luxueux à Bellevue, Véronica était assise raide sur son canapé, entourée de bouteilles de vin vides. Elle regardait son monde s'effondrer, en temps réel. Son téléphone ne cessait de sonner, non pas pour des messages de soutien, mais pour des appels de journalistes, et des anciens amis sidérés, écœurés. Sierra sortit de sa chambre, les yeux rougis. Mes réseaux sociaux sont envahis de messages de haine. Ils nous traitent de crevards, et pire encore. Où est ton frère? Demanda Véronica, d'un ton vide. Il dort encore. Il a pris quelque chose hier soir. Elle ne termina pas sa phrase. Après avoir vu davantage de vidéos montrant l'étendue de leur trahison, Colin avait vidé le bar et s'était enfermé dans sa chambre. Soudain, la sonnette retentit. Elles sursautèrent. Véronica se dirigea lentement vers la porte, regarda par le Judas,
une femme grande, en tailleur impeccable, encadrée par 2 hommes au port austère. « Veronica Thornton ?» demanda-t-elle lorsque la porte s'ouvrit. « Je suis l'agente spéciale Diana Winters, FBI. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, conspiration et tentative de vol par tromperie. » Les menottes claquèrent. Veronica, hébétée, fut emmenée. Sierra resta figée dans l'embrasure de la porte. En face, un voisin filmait tout, son téléphone pointé sur la scène. Encore un contenu viral à ajouter au scandale. Dans son appartement du centre-ville, Preston Davenport vivait lui aussi son moment de vérité. Des agents fédéraux emballaient des dossiers, des ordinateurs. Son avocat protestait vainement contre l'étendue du mandat de perquisition. « C'est de la persécution !» hurla Preston alors qu'il découvrait un coffre caché derrière une étagère. « Maxwell Thornton est en train de me piéger. » Mais l'agent Winters répondit d'un sourire froid. « Monsieur Davenport, cela fait plus de 3 ans que nous enquêtons sur vos activités financières. Monsieur Thornton n'a fait que confirmer nos soupçons. » Le visage de Preston se vida de toutes couleurs. « 3 ans ? C'est impossible. J'ai rencontré Veronica il y a 2 ans à peine. » Intéressant que votre pensée vous ait immédiatement conduit à Veronica Thornton, remarqua l'agente. Mais nous faisions allusion à des irrégularités bien antérieures, chez Davenport Solutions. Mais continuez, je vous en prie. Reliez les points pour nous. Au siège de Thornton Industries, les employés étaient massés autour des écrans dans l'atrium, regardant les journaux télévisés en direct. Une rumeur parcourut la foule lorsque les grandes portes s'ouvrirent. Maxwell Thornton entra, accompagné d'Oliver Walsh et de plusieurs membres du conseil d'administration. Il s'arrêta, balayant la salle du regard. « Je crois que nous avons du travail, » dit-il calmement. Des heures plus tard, après une série de réunions avec les cadres dirigeants et les chefs d'équipe clés, Maxwell s'installa enfin dans son bureau restauré. La vue sur les toits de Seattle était inchangée. Mais tout le reste avait changé. Oliver était assis en face, lisant les derniers rapports. « La session d'urgence du conseil d'administration a été unanime, déclara-t-il. Vous êtes rétabli dans vos fonctions de PDG, avec des pouvoirs étendus pour stabiliser l'entreprise. » L'action a bondi de 15% à l'annonce. Maxwell hocha la tête. « Et le projet Harbinger ? » Intact. Preston n'en a jamais eu connaissance. Parfait. Il se tourna vers la fenêtre, observant la pluie qui dessinait des traînées sur le verre. Et les affaires fédérales ? Elles avancent vite. Les preuves sont accablantes. Le passé juridique de Preston le rend vulnérable. Les procureurs envisagent déjà un accord de plaider coupable en échange d'un témoignage contre Veronica. Ils feront tous les 2 de la prison. Et vos enfants ? Oliver hésita. Ils ne sont pas poursuivis. Mais c'est grave, Max. Leur application est clairement visible dans les vidéos. L'université de Sierra a annulé son admission. L'école de Colin envisage l'expulsion. Ils sont devenus des parias. La mâchoire de Maxwell se contracta. Ils ont fait leur choix. Ce sont vos enfants, Max, souffla Oliver. Des adolescents manipulés par des adultes en qui ils avaient confiance. Chacun a des choix, répondit Maxwell froidement. Et ils ont choisi Preston. Et tout ce qu'il leur promettait. Ce soir-là, Maxwell retourna dans le pantouse secret qu'il entretenait depuis des années. Un espace luxueux, inconnu de Veronica. Inconnu même de ses enfants. Tanné et Liv Y attendaient avec les derniers développements. L'avocat de Preston cherche à négocier, annonça Tanné. Il propose de révéler davantage de détails sur le complot en échange d'une clémence. Refusé, trancha Maxwell. Il n'a rien dont nous ayons besoin. Liv hésita un instant. Puis parla. Il y a autre chose. Colin a tenté de vous contacter via le site de l'entreprise. Le message a été intercepté par nos systèmes. Maxwell leva un sourcil. Et qu'a-t-il dit ? Liv lui tendit une tablette. Un simple message. Mais lourd de regrets. Papa, s'il te plaît. On n'a pas compris ce qui se passait.
Est-ce qu'on peut parler? Pendant un bref instant, quelque chose traversa le visage de Maxwell. Du doute? De la douleur? Mais très vite, son masque de contrôle revint. Aucune réponse nécessaire. Plus tard, cette nuit-là, seul, dans son penthouse, Maxwell se tint debout devant la baie vitrée, observant les lumières de la ville. Dans sa main, une vieille photo. Sierra. Colin, un autre temps. Un autre homme. Et un passé qu'il avait enterré à jamais. Et Colin, encore enfant, riant alors qu'il les poussait sur les balançoires. Il l'étudia un instant avant de le ranger dans un tiroir. Son téléphone émit un son, une alerte d'actualité. Preston Davenport libéré sous caution de 2 millions de dollars. Maxwell esquissa un sourire mince, puis envoya un texto à un numéro non répertorié. L'araignée a quitté la toile. Il traversa la ville. Dans un hôtel chic où Preston s'était réfugié pour échapper aux caméras des médias, un employé de l'hôtel remit une enveloppe manille à sa chambre. À l'intérieur, une seule feuille de papier portant une mention énigmatique. Échec et mat en 3 coups. Preston froissa le papier, ses mains tremblantes de rage et de peur. Le jeu n'était pas encore terminé. Chapitre 8. Le prix de la trahison. Le Emerald Lounge, situé au sommet de la Columbia Tower de Seattle, offrait une vue panoramique à couper le souffle sur la ville, Puget Sound, et, par temps clair, les montagnes olympiques au loin. Ce soir-là, cependant, Preston Davenport ne remarquait rien de tout cela. Courbé sur son 3e scotch, il scrutait son téléphone, obsédé par les mises à jour de son équipe juridique. Lorsque le tabouret à côté de lui fut occupé, il ne leva pas la tête avant qu'une voix familière ne commande. Un Malen 25 pur. La tête de Preston se redressa brusquement. Maxwell Thornton s'était installé à ses côtés, impeccablement vêtu d'un costume charbon qui faisait paraître les vêtements de créateur de Preston soudainement démodés. « Toi » souffla Preston. « Tu as du culot de montrer ta tête ici. » Maxwell accepta son scotch du barman avec un signe de tête reconnaissant. Choix de mots intéressants de la part d'un homme qui a emménagé chez moi et a essayé de me voler ma société. Je fais face à des accusations fédérales à cause de toi. Non, corrigea Maxwell calmement, tu fais face à des accusations fédérales à cause de tes propres actes. Des actes qui ont commencé bien avant que tu ne rencontres ma femme. Les yeux de Preston se plissèrent. De quoi parles-tu? Davenport Solutions 2019. Le contrat du DOD qui t'est mystérieusement tombé dessus après un week-end passé à Aspen avec l'assistant du sénateur Harrington. L'inflation des indicateurs de performance pour obtenir des fonds supplémentaires. Le compte offshore à bise où s'accumulaient tes frais de consulting. Le sang s'éclipsa du visage de Preston. Comment peux-tu savoir tout ça? Je sais tout de toi. Je savais qui tu étais avant même que tu ne rencontres Veronica. Maxwell but une gorgée de son scotch. Tu as vraiment cru que c'était une coïncidence que tu te retrouves dans sa galerie ce jour-là? Que, parmi tous les consultants artistiques de Seattle, ce soit toi qu'elle contacte. Une lumière de compréhension traversa les yeux de Preston. Tu as tout orchestré depuis le début. Pas tout. Je ne t'ai pas forcé à séduire ma femme. Je ne t'ai pas contraint à manipuler mes enfants contre moi. J'ai simplement créé l'opportunité, et observé ce que tu en ferais. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Demanda Preston. Les yeux bleus de Maxwell se durcirent. Il y a 3 ans, j'ai découvert des irrégularités dans les contrats gouvernementaux de ma société. Des petites, mais significatives, qui auraient pu nous coûter des millions et compromettre nos habilitations de sécurité. La piste menait à une taupe au sein de Thornton Industries. Quelqu'un qui filtrait des infos à un concurrent. Il s'interrompit pour une gorgée. Ce concurrent, c'était Davenport Solutions. Ta société, ton opération. Preston secoua la tête, déniant. C'est absurde. Je l'aurais su. Vraiment? Coupa Maxwell. Tu étais trop occupé à profiter des profits pour te demander d'où venait le renseignement. Mais moi, j'ai tout remis en question. C'est pour ça que j'ai créé un piège, une vulnérabilité de sécurité fictive qui aurait des conséquences catastrophiques si elle était exploitée.
Quand ton équipe a essayé de l'utiliser contre un client gouvernemental, j'avais ma preuve. Tu aurais pu simplement me dénoncer, murmura Preston. Et risquer un scandale public qui aurait détruit la confiance dans nos systèmes de sécurité? Non. J'avais besoin de quelque chose de plus complet. Maxwell termina son scotch, posa le verre avec détermination. Je devais comprendre l'étendue réelle de la menace. Alors j'ai commencé à t'observer, à t'étudier. J'ai découvert tes problèmes financiers, ton désespoir à maintenir ton style de vie malgré les difficultés de ta société. Preston avala difficilement. Alors tu as utilisé Veronica comme appât. J'ai simplement retiré certaines protections et regardé ce qui se passerait naturellement. Ta réputation d'homme qui convoite les biens d'autrui te précédait. Veronica était malheureuse, agitée. L'attirance était prévisible. Tu es fou, souffla Preston. Je suis méthodique, corrigea Maxwell. Il y a une différence. Preston saisit son verre d'une main tremblante. Que veux-tu de moi maintenant? Pourquoi es-tu ici? Maxwell regarda sa montre. À cet instant, des agents fédéraux exécutent d'autres perquisitions dans des entrepôts enregistrés au nom de sociétés écrans liées à ton ancien directeur financier. Ils trouveront des preuves qui garantiront que tu passes au moins 15 ans en prison fédérale. Il se redressa en ajustant ses manches. Je suis ici par courtoisie pour te dire qu'il y a une alternative. Quelle alternative? Un jet privé t'attend à Boeing Field. Il t'emmènera partout hors juridiction américaine. Tu as assez sur ton compte BIS pour disparaître confortablement. Les autorités ne connaissent pas encore ce compte. Quand elles le sauront, tu seras déjà ailleurs, avec une nouvelle identité préparée par mes associés. Preston regarda, incrédule. Pourquoi m'aiderais-tu à m'échapper? Je ne t'aide pas à t'échapper. Je te donne un choix, la prison où tu finiras par témoigner contre Veronica pour sauver ta peau, ou l'exil où tu ne contacteras plus jamais aucun membre de ma famille. La voix de Maxwell devint glaciale. Dans tous les cas, tu es hors jeu. Et si je refuse les deux options et que je rends public ce que tu m'as dit ce soir? Maxwell esquissa un sourire mince. Qui te croirait, toi, avec tes accusations désespérées alors que tu fais face à plusieurs inculpations fédérales? Tu as exactement 43 minutes avant que le FBI trouve les preuves qui annihileront toute possibilité de caution. Les épaules de Preston s'affaissèrent, vaincu. Tu as tout prévu. Pas tout, répondit Maxwell. Je n'avais jamais imaginé jusqu'où tu irais avec mes enfants. C'était inattendu. Un instant, une émotion presque sincère traversa le visage de Maxwell. Sierra et Colin sont des dommages collatéraux d'une guerre qu'ils ne comprenaient pas. Pour ça, je te tiens personnellement responsable. Le visage de Preston pâlit devant la fureur froide qui sous-tendait le ton contrôlé de Maxwell. Le jet décolle dans 90 minutes, avec toi ou sans toi, continua Maxwell, posant une carte magnétique sur le bar. Celle-ci donne accès à l'ascenseur privé menant à l'héliport. Un hélicoptère t'attend pour te conduire au terrain d'aviation. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. Une dernière chose, le pilote a pour instruction de se détourner vers un terrain américain si je ne confirme pas spécifiquement dans les 2 heures. Choisis vite, mais choisis bien. Maxwell s'éloigna. Preston l'appela. Et Veronica? Elle a la même offre? Maxwell ne se retourna pas. Veronica a fait ses choix. Elle vit avec les conséquences. À travers la ville, dans un centre fédéral de détention, Veronica était assise dans une salle d'interrogatoire avec son avocat commis d'office. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par une combinaison grise informe. Elle regardait par la fenêtre, impassible. Un procès était imminent. Et la partie ne faisait que commencer. Et la restitution. Mais Tanné croisa directement le regard de son employeur. Mais ce sont toujours tes enfants, Max. Ils ont fait des erreurs terribles, mais ils ont été manipulés par des adultes en qui ils avaient confiance. À un moment donné, cela doit cesser. L'expression de Maxwell se durcit. Ça s'arrête quand je décide que ça s'arrête. Et quand cela sera-t-il? Après que tu les auras assez punis, après qu'ils auront suffisamment souffert.
Le visage marqué de Tanner reflétait une vraie inquiétude. Combien de pénitence est suffisante? Un long moment, Maxwell resta silencieux. Le seul bruit était le fracas de l'eau des chutes à l'extérieur. Enfin, il parla doucement. Ils se sont tenus sur la tombe de mon père et m'ont dit que j'étais mort pour eux. Comment peut-on quantifier une réponse à cela en se souvenant qu'ils étaient des enfants égarés? Maxwell but une gorgée d'eau, son visage impénétrable. J'ai une réunion à préparer. Nous continuerons cette discussion une autre fois. Le lendemain matin, les nuages bas couvraient le palais de justice du comté de King alors que Maxwell arrivait pour l'audience de garde d'enfants. Les caméras des médias suivaient chacun de ses pas, de la voiture à l'entrée, mais il avançait avec une indifférence maîtrisée face aux questions criées. À l'intérieur, la salle d'audience était fermée à la presse. Maxwell était seul à une table, Oliver à ses côtés avec des piles de documents soigneusement classés. En face, Sierra et Colin étaient assis à une autre table avec un tuteur judiciaire ad hoc. Deux adolescents vêtus de manière conservatrice, mais dont l'anxiété transparaissait malgré tout. Lorsque le juge entra, les formalités se déroulèrent efficacement. Étant donné les circonstances, l'incarcération de Veronica et l'âge des enfants, l'audience était largement procédurale. Sierra, à 17 ans, allait bientôt sortir du système de garde, de toute façon. Colin, à 15 ans, avait moins de 3 ans restant comme mineur. Avant de rendre ma décision, j'aimerais entendre les mineurs eux-mêmes, annonça la juge. Elle se tourna vers Sierra. Mademoiselle Thornton, souhaitez-vous faire une déclaration? Sierra se leva, les mains légèrement tremblantes, faisant face au juge plutôt que regardant son père. Votre honneur, j'avais préparé une déclaration, mais je préfère parler avec mon cœur. Elle prit une profonde inspiration. Il y a 3 mois, je me tenais dans une maison funéraire et j'ai dit à mon père qu'il était mort pour moi. J'ai dit des choses cruelles, horribles, que je ne pourrais jamais retirer. Des choses dont j'ai maintenant profondément honte. Sa voix vacillait, puis elle retrouva sa force en continuant. J'ai été manipulé par des personnes en qui j'avais confiance, mais ce n'est pas une excuse. J'ai fait des choix terribles, et j'ai blessé la seule personne qui m'a toujours protégé. Je n'attends pas le pardon. Je ne me pardonnerai pas moi-même, mais je suis la fille de mon père, et les Thornton font face aux conséquences. Je suis prête à affronter les miennes, quelles qu'elles soient. Elle s'assit, essuyant une larme. Le juge acquiesça, puis se tourna vers Colin. Le garçon se leva, visiblement nerveux, mais déterminé. Votre honneur, ma sœur et moi avons passé chaque jour depuis cet événement à essayer de comprendre comment nous avons pu être aussi aveugles. Notre père n'est pas parfait. Personne ne l'est. Mais il ne méritait jamais ce que nous lui avons fait. Colin jeta un bref coup d'œil à Maxwell avant de poursuivre. On nous a offert tout ce que nous voulions par des personnes qui ne nous voyaient que comme des armes contre notre père, et nous les avons laissés nous utiliser ainsi. Il n'y a rien que je puisse dire pour réparer cela. Il avala difficilement. Si le tribunal accorde la garde à mon père, j'accepterai toutes les règles ou restrictions qu'il imposera. Sinon, je comprendrai. Quoi qu'il en soit, je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne du nom de Thornton. La salle d'audience devint silencieuse tandis que Colin retournait à sa place. Le juge consulta ses notes avant de s'adresser à Maxwell. Monsieur Thornton, souhaitez-vous répondre aux déclarations de vos enfants? Maxwell se leva lentement, boutonnant sa veste de costume. Votre honneur, j'ai écouté les paroles de mes enfants aujourd'hui et observé leurs actions au cours des 3 derniers mois. Ils parlent de faire face aux conséquences et d'accepter leurs responsabilités. Ce sont des valeurs que j'ai essayé de leur inculquer dès leur plus jeune âge. Il marqua une pause, son ton mesuré et contrôlé. Les décisions qui nous ont menés à cette salle d'audience ne se sont pas faites du jour au lendemain. Elles se sont développées à travers des centaines de petits choix, chacun nous éloignant un peu plus de ce que la famille devrait représenter. Reconstruire ce qui a été brisé nécessitera de même de nombreux petits choix, allant dans une meilleure direction. Maxwell se tourna légèrement, établissant un contact visuel direct avec ses enfants pour la première fois depuis des mois. Je suis prêt à entreprendre ce processus avec des limites et des attentes appropriées. Le juge acquiesça. Étant donné les circonstances et les préférences exprimées par les mineurs, je vous accorde la garde complète,
Monsieur Thornton, avec un examen dans 6 mois pour m'assurer que l'arrangement reste dans l'intérêt des enfants. Après la fin des formalités, Maxwell quitta la salle d'audience avec Oliver, les adolescents suivant à une distance respectueuse. Dans la chambre privée Anna réservée aux participants, Maxwell se tourna enfin pour faire face directement à ses enfants. « Il y a des conditions, déclara-t-il sans préambule. Vous continuerez tous deux vos engagements de service communautaire. Vos appareils et communications seront surveillés. Vous rencontrerez chaque semaine le docteur Harrington pour un suivi psychologique. Sierra, tu termineras le lycée avant d'envisager des demandes d'entrée à l'université. Colin, tes résultats scolaires doivent s'améliorer radicalement. » Les frères et sœurs acquiescèrent silencieusement, acceptant chaque condition sans protestation. Vous ne retournerez pas immédiatement au manoir. J'ai organisé un appartement près de Montpentouse où vous vivrez sous supervision. Les privilèges se gagneront, ils ne seront pas acquis d'office. Nous comprenons, répondit doucement Sierra. L'expression de Maxwell resta sévère. Une fois brisée, la confiance ne se répare pas facilement. Je ne sais pas si elle pourra être complètement restaurée. Cela dépendra des choix que vous ferez à partir de maintenant. Et le pardon ? Demanda Colin avec hésitation. Les yeux bleus de Maxwell étaient froids comme la glace arctique. Le pardon ne fait pas partie de cet arrangement. Le pardon est un cadeau que je ne suis pas prêt à offrir. Ce que j'offre, c'est une opportunité de reconstruire. Rien de plus. Les adolescents échangèrent un regard, une communication silencieuse entre eux avant que Sierra ne prenne la parole. C'est juste. Plus que juste, compte tenu de tout. Oliver vous donnera les détails. Nous avons terminé ici. Maxwell se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Une dernière chose, le nom Thornton n'est pas un droit de naissance. Il se mérite par la loyauté, l'intégrité et la force. Souvenez-vous-en. Sur ces paroles de départ, il sortit, la porte se refermant fermement derrière lui. 6 semaines plus tard, Maxwell se tenait dans son bureau du Pentouse, regardant les images de surveillance de l'appartement où vivaient désormais ses enfants. Sierra étudiait assidûment pour ses examens finaux tandis que Colin travaillait sur un projet d'histoire. Tous deux respectaient scrupuleusement chaque condition qu'il avait imposée, sans se plaindre ni négocier. Tanné entra avec le rapport de sécurité du soir. Tout était en ordre dans les deux résidences. Les enfants suivaient leurs emplois du temps approuvés à la lettre. Maxwell acquiesça distraitement, son attention portée sur un autre écran montrant Veronica en tenue de prisonnière lors d'une visite supervisée avec son avocat. Elle avait l'air diminuée, sa posture autrefois confiante désormais vaincue. Elle n'aura pas sa revanche. Pas cette fois, murmura Maxwell pour lui-même. Dans la solitude de son bureau, Maxwell Thornton fit un pacte silencieux avec lui-même. Reprendre sa famille, pièce par pièce, sans pitié, sans faiblesse. Car la guerre pour le nom Thornton ne faisait que commencer. Alright, there you guys go. Thank you. Somebody had to do it. My finger is on the button. Chat, is your finger on the button? Ay, ay, ay. Ay, Chinga. Ay, Chinga. Where are you? Swim attack. Excellent. Will you accept me as a substitute? I asked for consent. He kind of got you there. Wait, what? I do not know what that combination of words means, Blue Crab. I cannot decode that message. Okay, thank you. I'm not alone.
Those two annoying ass songs. Oh, zombie. Okay, I think I know what you mean by zombie. I don't know what you mean by Puda. Zombie. Zombie. Trust me, you agree with me. You know what I'm talking about. You know. Yippee! Exclamation point diamonds in chat, please. Ooh, I don't want you to burn. I will allow it. I will allow it. This time. You better watch yourself, Blue Crab. Ouch. That's tough. I didn't realize you were... Did you give away all your mana? Dylan, can you do it? Dude, you gotta spend them on something, right? Exclamation point diamonds. The moment is kind of past, but... I'm checking my phone because you're on the TV. Yo, homie got me on the... To my mine, we are mining diamonds. Thank you. Thank you. Yeah, bro, homie got me on the big screen. We're still up, dude. Homie's got his feet kicked up. He's sipping his martini. Or his whiskey. Smoking a cigar. What am I doing? I'm making a pickaxe. "65 inches of pure, uninterrupted mana. Straight from the source." Man, it gets brick just thinking about the prospect of scamming an elderly woman out of her pension. Yeah, you want to know why? Because pensions don't exist anymore.